m'a été demandé de parler des collections biologiques. Donc, il y a toute une nouvelle dimension des cohortes, donc des cohortes en population en particulier. Et après, donc, après les troisième génération, les collections biologiques, je vais présenter le projet BioSafe. Alors, déjà, un aspect intéressant aussi de ce qu'a dit Marie, le fait du long terme, le suivi des cohortes, et donc la question des PI, nous avec Etrozen, on a dépassé les 30 ans de suivi. Et donc, le projet a été développé avec l'idée de Françoise Clavel-Chapellan, avec le lancement de la cohorte en 1990, donc il y a presque 35 ans. Et donc, à un certain moment, se poser la question de la suite après que Françoise est partie à la retraite. Et donc, grâce à Marie-Christine Boutron-Ruot qui a repris la cohorte, la responsabilité de la cohorte, et après maintenant, avec moi et Alexis Elbaz, qui sont les responsables de la suite. Mais moi, personnellement, je pense déjà après, parce que les cohortes en population, c'est comme ça, ce sont des outils qui vont vont être valorisés dans le temps, dans les décennies. Mais donc, ça, c'est une réflexion en écoutant Marianne. Donc, juste pour rappel, je n'aurai pas le temps de faire l'histoire de la cohorte troisième génération, mais donc environ 5000 femmes de la MGN qui ont été recrutées en 1990. Et vous savez, a été dit par Bénédicte que Etrozen est la partie française du consortium EPIC. Et après, plus récemment, grâce au financement PIA, il y a eu l'évolution, le développement dans une cohorte familiale avec le recrutement des pères des enfants des femmes étroisiennes. Et maintenant, on est dans le recrutement des enfants, ce sont des adultes maintenant, et on partira après avec la génération 3. Donc, vous voyez le schéma là. Et là, c'est juste pour aussi se concentrer, compte tenu que le sujet de ma présentation sont les collections biologiques, avec la première collecte de sang, c'était en 1995-98. Après, le prélèvement salivaire plus récemment, avec l'objectif d'avoir une source d'ADN, particulièrement pour les femmes qui n'avaient pas donné l'échantillon sanguin avant. Et plus récemment, naturellement, le projet SAPRIS-0 a été mentionné et je vais parler de ça après. Et une étude pilote aussi pour la création d'une tumorothèque. Donc là, avec plus de détails sur les collections biologiques de la cohorte. Donc, vous voyez ici presque un quart de la cohorte a un échantillon sanguin collecté en 1995-98. Et aussi, j'ai signalé là une petite collecte très récente, en fait, en cours, sur un projet spécifique qui s'appelle Beta, un projet de Francesca Mancini. Et ça, un peu, je mets ça pour deux raisons. Bon, déjà, c'est une collecte d'échantillons sanguins récents. L'aspect scientifique du projet, le fait que c'est une collecte chez les G2, donc les enfants adultes, pour étudier déjà spécifiquement, dans ce cas, c'est l'épiphace, les niveaux chez les mères et aussi les enfants féminins. Donc, les couples, pour voir vraiment les niveaux dans les couples et aussi l'effet des niveaux chez la mère, chez la deuxième génération. Donc, déjà, il y a l'aspect scientifique. Il y a un aspect intéressant aussi sur la modalité de collecte, parce que ça a été fait avec des infirmières à la résidence des personnes, quelque chose que probablement on ne peut pas appliquer à large échelle, mais qui a été une expérience intéressante. Mais aussi, je pense, ça peut être
peut-être une réponse à l'importante question des gens sur la question scientifique. Donc ça, il s'agit d'un projet avec une précise question de recherche qui a été montée en utilisant la cohorte. Donc il y a effectivement probablement les deux aspects dans les cohortes. L'aspect un peu agnostique, avec des questions de recherche qui sont vraiment plutôt génériques, mais aussi il y a l'aspect de pouvoir exploiter les cohortes pour des questions précises. Après, il y a les collections de salive, vous voyez là, et comme je disais, l'objectif était d'avoir une source d'ADN, surtout pour les personnes pour lesquelles on n'avait pas le sang. Mais ça aussi évolue dans le temps, parce que au moment de la collecte, l'objectif était de faire du génotypage. Mais dans le temps, les choses évoluent aussi de manière des technologies, et maintenant on l'utilise aussi pour la méthylation de l'ADN, et aussi, par exemple, pour un projet spécifique pour regarder le microbiome salivaire, donc avec le même échantillon, même si au début, au moment de la collecte, on n'avait pas cette idée. Et après, il y a les collections de buvares, je vais parler de ça lié à Sapricero, et l'étude pilote sur la collection de tumeurs. Donc, l'aspect, si on se concentre sur la collection de sang sur un quart de la cohorte, avec maintenant 30 ans de suivi, les échantillons ont été utilisés beaucoup déjà pour plusieurs études. Donc, encore une fois, l'évolution des objectifs de recherche au moment de la collecte d'échantillons de sang, l'intérêt était en particulier sur les acides gras, les hormones, etc. Maintenant, par exemple, on l'utilise pour regarder les niveaux de certains polluants, les polluants persistants organiques en particulier. Et en exploitant le suivi de 30 ans, on peut regarder l'association entre les polluants et la survenue du cancer du sang ou d'autres maladies. Et naturellement, vous voyez l'aspect du long terme très positif pour pouvoir faire ce type d'études, mais aussi les défis parce que le stockage à long terme pose des problèmes potentiels et nécessite une réflexion et des protocoles bien définis. Et ce sont un peu les questions que j'ai mis ça, donc vraiment la nécessité d'avoir des protocoles pour la collecte, le stockage, le processing et le stockage. Et donc, si on parle de processing, une partie, si on parle de sang, une partie très importante est la séparation en fractions. Et pour le bas-ficote, qui est la source plus importante d'ADN, c'est très délicat le moment du processing et doit être vraiment standardisé et bien défini. Et naturellement, le stockage peut poser des défis aussi en termes des analyses et des analyses qu'on fait après. Par exemple, en particulier sur les omiques, on peut avoir des implications. Le temps de stockage, on parle pas de quelques années, on peut parler de décennies vraiment. Les résultats peuvent changer selon la durée du stockage, et maintenant il y a plein de recherches pour essayer de quantifier vraiment la modification potentielle des analytes. Ici, c'est un exemple, c'est un article très récent qui regarde en particulier le buvard et pose des questions sur l'application de la métabolomique en utilisant des buvards et le temps, la durée de stockage peut influencer les résultats. Donc, c'est important de garder tout ça en tête. Donc, comme je disais, en général, la collecte large échelle des échantillons biologiques de sang en particulier, au début, est un peu avec des objectifs génériques. Mais déjà, on doit vraiment avoir un peu une idée de l'utilisation après, parce que, par exemple, si on est intéressé à l'ARN, on doit collecter le sang avec des méthodologies particulières pour préserver l'ARN, qui n'est pas toujours facile dans les cohortes. Après, c'est vrai aussi que l'utilisation, comme je disais avant,
évolue dans le temps. Et par exemple, maintenant, on a à disposition dans la cohorte des érythrocytes, donc des globules rouges. Maintenant, c'est possible d'identifier des modifications chimiques de l'hémoglobine qui sont liées à certains polluants, comme par exemple l'acrylamide. Donc, c'est difficile d'anticiper toujours au moment de la collecte l'utilisation après. Juste un autre exemple d'un projet spécifique qui a été monté, en train d'être monté dans la cohorte de troisième génération, pour un projet sur l'association entre exposition au bruit et, parmi autres choses, les niveaux de cortisol, donc un indicateur de stress, à court terme. Bon, on s'est posé la question sur un petit échantillon de la génération 2, de quel type de cible en termes de tissu pour répondre à ce type de questions. Et vous voyez là un peu la synthèse de la réflexion qu'on avait fait, si collecter du sang et donc regarder le cortisol dans le sérum, dans les buvares, la salive, l'urine ou les cheveux. Et donc, pour prendre une décision, on doit considérer plusieurs paramètres. Naturellement, le participant, la collecte du sang est naturellement plus impactant par rapport à des cheveux, même si il y a des personnes qui ont le problème à avoir les cheveux coupés, etc. Donc, on doit considérer tout ça. Naturellement, les considérations de stockage, de processing, naturellement, c'est beaucoup plus compliqué avec le sang, donc pour le sérum. C'est beaucoup plus facile pour le buvard et aussi pour les cheveux. Et naturellement, la question de recherche, parce que ici, c'est un projet sur l'effet à court terme, et donc la plupart des mesures reflètent le niveau de cortisol au moment de la collecte. Juste les cheveux, on peut mesurer le cortisol qui est représentatif d'une moyenne sur une longue durée de mois, peut-être des années. Donc ici, c'était du court terme, donc enfin, on a décidé pour le gâteau-card, pour le buvard, mais naturellement, on dépend de la question de recherche et dans le contexte. Et naturellement, tout ça, c'est juste des exemples. On doit répondre à ce type de questions tout le temps, selon le projet, l'utilisation des données de cohorte. Alors, comme je disais, je voulais parler juste de l'exemple de Sapri-Serot comme introduction après pour parler de BioCF, parce que c'était en ce moment-là qu'on a commencé la réflexion qui a porté après à BioCF. Et alors, juste, Sapri-Serot, un projet sous la responsabilité de Fabrice Carat, que vous connaissez très bien. En 2020, ça a été un succès comme réponse très rapide des cohortes à une urgence, une priorité de santé publique. Donc, vous voyez les cohortes Constance et troisième génération, nutriments de santé, LFP-page, que très rapidement, on passait le temps en visio du matin au soir pour mettre en place tout ça avec l'aide du CEF Fondation Jean Dossé à Paris. Et ça a été un succès. Vous voyez la taille de la collecte d'échantillons en buvard. Vous voyez ici le buvard, les autoprélèvements envoyés par la poste et le CEF qui recevait à ce moment-là vraiment une quantité énorme de buvard qui devait être processé très rapidement et après envoyé pour les mesures sérologiques à Marseille sous la responsabilité de Xavier de Lamballerie et avec les premières estimations de sérologie dans 3 régions et après plus largement qui ont été publiées dans plusieurs articles. Donc, tout ça pour dire une histoire de succès autour des collections biologiques, surtout un peu le début d'une réflexion entre les cohortes autour des problématiques des collections biologiques et des opportunités qu'on voyait clairement, mais aussi une réflexion qu'on
qu'on faisait dans le contexte international aussi. Parce que aussi, l'aspect international a été mentionné UK Biobank. Et je pense que c'est utile juste de rappeler qu'est-ce que c'est UK Biobank, parce que aussi, maintenant, dans le centre, on l'utilise de plus en plus. Et la raison est assez claire. Vous voyez la taille de l'échantillon. Les collections biologiques ici, les collections biologiques sont pour le sang et pour les urines sur toute la cohorte, et 100 000 participants ont aussi la partie salive. Ça, c'est une erreur, c'est la salive. Mais en plus de ça, il y a toute la partie des analyses qui ont été déjà faites sur toute la cohorte UK Biobank. Vous voyez, en 2017, le génotypage systématique. 2021, la métabolomique sur 127 000 participants. L'exome sequencing, mais maintenant, et ça c'est vraiment incroyable, le whole genome sequencing sur toute la cohorte qui est maintenant disponible. Juste pour vous donner une idée, comment c'est possible tout ça, bon, là un peu déjà mentionné Marie, les 600 millions, on estime 600 millions plus de financement, et vous voyez là un peu plus de détails, et c'est important pour deux aspects, je pense. Le premier aspect est qu'il y a certainement un effort énorme des pouvoirs publics en Angleterre, aussi les organisations non gouvernatives, Wellcome Trust a un poids vraiment énorme, mais, il le disait Marie, vous voyez ici, pour le whole genome sequencing, la contribution énorme aussi, ici, vous voyez, des boîtes pharmaceutiques, et tout ça donc, a permis de construire tout ça. Donc, juste parce que c'est important d'avoir bien en tête le contexte international. Bon, alors, c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu l'opportunité, effectivement, de ce financement Equipex Plus, appelé Equipex Plus parce que c'est une deuxième étape plus récente de l'Equipex, en 2020, appel à manifestation d'intérêt pour des infrastructures nationales. Et donc, on a proposé ce projet autour des collections biologiques de 5 cohortes en population, que vous voyez ici. Donc, on en a parlé déjà aujourd'hui, et naturellement, avec la contribution importante du CEF, Fondation Jean Doucet, comme CERB. Et vous voyez ici le financement de plus de 17 millions d'euros pour un coût total de 27 millions d'euros, qui inclut les contributions des institutions partenaires que vous voyez ici. Et donc, c'est un projet qui a débuté 2021 jusqu'à 2029, avec une phase, la phase où il y aura plus d'efforts de développement de 5 ans. Donc, juste pour vous donner une idée des work packages et des objectifs, et aussi où on est maintenant, le premier work package est renforcer la collaboration entre les 5 cohortes autour des échantillons biologiques. Deuxième est centraliser les collections biologiques des 5 cohortes au CEF. Et alors, vous voyez là un peu l'état. Ici, déjà, vous voyez un peu des photos. La première ici, l'aménagement il y a eu des travaux au CEF pour accueillir les collections biologiques des cohortes, et ça a été complété. Ici, des images des premiers transferts d'échantillons, en particulier pour les 3e génération où il y avait les différentes collections biologiques, différents CRB, en particulier l'EFS en masse. Donc ça a été complété. Et vous voyez la timeline pour le prochain 1 an et demi. Donc, Constance, une partie, moitié de la biobanque miroir va rester au Luxembourg, et une partie sera centralisée au CEF. Et vous voyez, ça va être complété fin 2025.
et après aussi Gazelle et Alphée-Pipage. Les transferts vont être complétés premier semestre de 2025 ou début de 2025. Donc ça, c'est le work package. Après, le troisième est vraiment de créer compétences et de leadership autour des sciences du biobanking. Ça veut dire répondre à toutes les questions que j'ai montrées avec des exemples avant. Et là, une étape importante, le recrutement d'un ingénieur de recherche, qu'on espère, on est très proche de faire ce recrutement, qui sera basé au CEF. Naturellement, ce sera la personne qui, avec toutes les personnes impliquées, sera moteur de ce type d'activité. Après, la création de nouvelles collections biologiques, le financement BioCEF était ciblé sur la troisième génération, mais la chose importante et positive est qu'à travers le financement France 2030, ça sera possible aussi pour Elf et pour Constance. Et là aussi, il y a un recrutement que va être fait pour la personne qui va gérer la nouvelle collection pour les troisième génération et aussi après pour les autres. Et c'est une réflexion en cours sur monter. C'est vraiment compliqué monter toute la partie logistique et la partie technique au niveau du CEF pour faire tout ça. Mais on est justement là en train de travailler sur ça. Après, le Work Package 5 est pour créer vraiment cette base de données de génotypage finalement à large échelle. Là aussi, il y a toute la partie extraction qui se fait au CEF. On a déjà extrait 38 000 échantillons d'ADN. Et après, le génotypage va être fait au CNRGH et devrait commencer en octobre ou en automne. Il y a un point important qui a impacté beaucoup récemment, l'augmentation de coûts, surtout les pousses, etc. Et donc, le nombre d'échantillons originaux était 200 000 échantillons d'ADN et ce sera plutôt 150 000. Même si on est en train de réfléchir au financement pour permettre d'arriver au moins à 200 000. Et naturellement, après, point important, on estime d'arriver à compléter le travail de génotypage en 2027, peut-être début 2027. Et le dernier work package concerne la création du catalogue d'échantillons biologiques et des données associées, en particulier données génotypage, mais toutes les données omiques qui sont générées à partir d'échantillons biologiques pour pouvoir faciliter les projets qui utilisent les données des échantillons biologiques. Et là, il y aura un recrutement d'un IR côté ICERN qui sera la personne qui va faciliter tout ce travail. Juste pour terminer, deux diapos. La première, c'est pour vous donner des personnes qui travaillent autour de l'IECF. Donc, les personnes des 5 cohortes, plus le personnel du CEF, avec Jean-François Deleuze, bien sûr, et Hélène Blanchet en particulier, la directrice du CRB du CEF. Et dernière diapo concerne la troisième génération, pour rappeler que je n'ai pas eu le temps de faire l'histoire de la troisième génération, mais il y aura plein de temps le 14 novembre à la NGN. Et donc, vous êtes tous invités. Merci.